Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Codaleia. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse le point lecture de mon mois de mars. Et ça va être, je pense, un mois un petit peu court puisque, en fait, je n'ai quasi que des BD à vous proposer. Je pense que l'année 2019 commence par les BD. J'ai l'impression que je ne lis que ça. J'ai du mal un petit peu à rester concentrée dans mes romans. Et je pense qu'il y a des périodes comme ça où il vaut mieux essayer de s'écouter au lieu d'essayer de se focaliser sur un truc. Là, donc en ce moment, je suis en train de lire un roman quand même. Mais je vais vous parler un petit peu plus donc de mes lectures qui donc comme je vous disais seront centrées ce mois-ci sur des BD et des comics. Dans un premier temps je vais quand même vous parler de Myriande, c'est de Guilhem Méric et c'est aux éditions Harmonia et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai abandonné. Je vous parlerai ensuite de mes lectures de la jeunesse de Thorgal. Ici ce sont les tomes 1 et 2 mais j'ai lu jusqu'au tome 6. Donc cette série là c'est donc un spin-off de Thorgal, c'est de donc sur Zenko et Yann et c'est aux éditions du Lombard. Je vous présenterai également les deux comics que j'ai lus dans l'univers de Star Wars. Donc nous avons de ce côté-ci le tome 1 donc de Star Wars, c'est Skywalker passe à l'attaque et ici nous avons un spin-off centré sur la princesse Leia. Et les deux sont chez Panini Comics. Je vous parlerai également du tome 2 de Kanan, donc c'est de Greg Weisman et Pepe Larraz, donc le tome 2 toujours chez Panini Comics. Et pour finir, je vais vous présenter très brièvement ma lecture en cours. Il s'agit de Rosée de Feu de Xavier Mauméjean. Vous trouvez ça chez Folio SF et je vous en reparle à la fin. Donc commençons ce point lecture par Myriande. C'est donc un roman, c'est de Guilhem Méric et c'est aux éditions Harmonia. Ceci est le tome 1. Il est assez épais comme vous pouvez voir, même si la mise en page à l'intérieur est assez grande, enfin, la police est assez grande. Alors c'est un livre que j'ai lu à peu près jusqu'aux 3/4 à peu près. Et c'est un livre aussi, un roman que j'ai abandonné, je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, c'est un livre qui me donnait vraiment envie puisque donc c'est de Guilhem Méric. Guilhem Méric, j'avais déjà lu une saga, enfin c'était pas vraiment une saga, c'était plus un roman feuilletonnant, un roman fantastique que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'aimais bien sa plume et quand j'ai vu qu'il avait fait donc une saga dans le monde de la fantasy, je me suis dit ah tiens ça m'intéresse et je me suis proposée pour acquérir le SP puisque donc ceci est un SP. Et j'ai mis un petit peu de temps à le lire. En gros, je vais vous expliquer un petit peu le pitch. Nous sommes donc dans un univers de fantasy qui est très inspiré de la Grèce antique. Donc nous sommes dans des espèces de cités-états qui sont toutes les trois tout en haut d'un volcan, séparées, enfin vraiment indépendantes les unes des autres. Et donc nous avons deux protagonistes, donc Siam... Ouais, je me souviens que j'en avais pas la dernière fois. Et ça s'écrit Sisam, mais dans ma tête je le lis Siam, faut pas m'en tenir rigueur, mais voilà, donc nous avons ce personnage-là et son âme sœur du coup, Elia, et donc ce sont deux personnages qui enfant partageaient une connexion vraiment hors du commun, un amour au-delà de l'amour je dirais, et Elia a été enlevée donc vraiment dans sa prime enfance, et donc du coup Sisam, je vais y arriver, Sisam a grandi tout seul et quand ils ont environ 18 ou 20 ans, ils se retrouvent, donc Elia a été donc enlevée et élevée par le gouverneur d'une cité voisine, et il se retrouve donc par le hasard des événements, et il va s'en suivre donc plein de péripéties autour donc du mythe des Myriades, qui est en fait le mythe des âmes sœurs qui est développé par Platon dans le banquet de Platon, et donc c'est-à-dire cette espèce d'être mythique qui en fait à la base était double, et donc le mythe a fait qu'il a été donc scindé en deux, et que donc chacune des parts des âmes sœurs recherche l'autre toute sa vie pour redevenir complet et entier quoi. Ces personnes-là, donc qui ont en fait 4 bras, 4 jambes, etc., sont vraiment bannies de la société, sont honnies et sont pourchassées par une espèce d'entité maléfique qui joue un petit peu dans les coulisses. Voilà, en gros, ça parle de ça. Alors pourquoi je l'ai abandonné? Parce qu'à la base, vraiment, il avait tout pour me plaire. Moi, je suis une aficionadeuse de mythologie grecque, quelle qu'elle soit. Et j'aimais bien vraiment le fait qu'il réinterprète ce mythe-là. Et en fait, je me suis pas forcément prise d'empathie pour les personnages. Je trouve qu'ils sont un peu lisses, surtout Sisam. Je vais y arriver.
il est un peu lisse et Elia a peut-être un peu plus de caractère, mais c'est plus centré sur Sisam, je dirais. Et en fait, voilà, j'ai lu 3/4 et j'ai trouvé un petit peu l'intrigue qui manquait d'enjeu, qui manquait de danger quelque part. J'ai l'impression que tout était résolu trop facilement. Je sentais pas en fait vraiment le danger réel derrière les personnages. Et j'ai trouvé que l'intrigue mettait extrêmement beaucoup de temps à se mettre en place. Là, j'arrive, je vous dis, j'ai lu les 3/4 et j'arrivais pas l'intrigue ne m'a pas emporté avec elle. Et du coup, pour éviter une panne de lecture et de traîner ce livre trop longtemps, j'ai décidé de le laisser tomber. Alors ça n'empêche pas que c'est très bien écrit. L'écriture est fluide, on part avec l'auteur, etc. Mais voilà, pour moi, il manquait quelque chose qui m'accroche. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Bon, c'est comme ça. Alors, dans une de mes précédentes vidéos, je vous parlais de la saga Torgal et des spin-offs, et il se trouvait que j'avais donc ce spin-off-ci qui concerne vraiment la jeunesse de Torgal. Donc je vous rappelle, la jeunesse de Torgal, c'est de Scienzenko et Yann, c'est aux éditions du Lombard. Là, ce sont les 2 premiers tomes qui sont à ma possession, ce sont les miens, mais j'ai emprunté les 4 autres à la bibliothèque, en sachant que le tome 7 vient de sortir tout juste là, je crois que c'était la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout frais, je l'ai pas encore lu. Et donc nous revenons, comme son indique, sur la jeunesse de Torgal, donc quand ils sont adolescents, avec Aricia qui tourne autour, et avec plein de péripéties qui, en fait, avec les dieux donc nordiques qui s'invitent un petit peu à la fête et qui commencent déjà, pendant la jeunesse de Torgal, à foutre un peu le boxon dans sa pauvre petite vie. Je vais pas trop forcément revenir sur l'intrigue, sachez juste qu'on est donc dans la jeunesse, donc dans l'adolescence de Torgal et Aricia. Donc on se centre vraiment sur ces 2 personnages-là. On est donc dans le village dans lequel ils ont grandi, avec Torgal qui est un marginal, qui est un aède en fait, qui est un poète, donc il gratouille sa harpe à longueur de journée. Et les autres ne l'aiment pas beaucoup, il y a que Aricia qui lui tourne autour, comme je vous disais, parce qu'elle est amoureuse de lui depuis très longtemps. Et donc comme je vous disais, il va y avoir des intrigues qui vont impliquer les dieux et aussi des personnages mythologiques vraiment typiques de la mythologie nordique, les Valkyries, etc. Enfin bref, on est vraiment en plein dedans. Ce que j'ai apprécié, c'est que on est vraiment ancré dans la jeunesse de Torgal, c'est-à-dire que on a plein de références, notamment à la magicienne trahie, donc aux 2 premiers, la magicienne trahie et l'île des mers gelées, et aussi aux 2 anciens spin-offs. Donc c'était les 2 autres spin-offs que je vous disais qui sont Aricia, donc qui concernent la jeunesse d'Aricia, et l'enfant des étoiles, donc qui parle aussi de la jeunesse de Torgal à l'époque. Et donc on a plein de mentions de ces histoires-là, et donc du coup ça ancre ce nouveau spin-off vraiment à fond dedans, et je suis super contente parce que justement on voit des personnages que j'ai pas revu depuis très longtemps, notamment la magicienne trahie du premier tome de Torgal, qui est en fait un personnage vraiment central dans ce spin-off-là. Donc ça m'a d'autant plus donné envie de me refaire la saga Torgal depuis le début, vraiment pour me remettre ces personnages en tête. C'était une saga qui était très intéressante. Je pensais qu'en fait cette saga-là était qu'en 6 tomes et que c'était terminé, mais il s'avère que non, comme je vous disais, puisque le tome 7 est sorti. Mais il y a juste une chose en fait qui m'a un petit peu embêtée, c'est le personnage d'Aricia, parce que c'est un personnage qui ne se définit que par son amour pour Torgal. Et elle a ce côté un peu demoiselle en détresse et ce côté un peu unidimensionnel qui finalement la poursuit tout au long de la saga, mine de rien. J'aurais aimé qu'elle gagne un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de dimension. D'autant plus qu'elle sert aussi de demoiselle en détresse puisqu'elle se fait enlever en plein milieu du spin-off. Et évidemment, Torgal va partir à sa recherche, à son secours. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu vieux stéréotype de la demoiselle en détresse et puis de la jeune fille qui n'est déterminée que par l'amour qu'elle porte pour le héros, qui, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus que ce personnage-là soit un petit peu plus développé dans une autre direction pour qu'elle prenne un petit peu plus
de dimension, quoi. Et en fait, ça n'a pas vraiment été le cas. Voilà, Aricia, c'est vraiment l'archétype de la femme amoureuse. En plus, c'est une princesse, c'est la fille du roi des Vikings, quoi. Donc, voilà, qui s'éprend d'un moins que rien, entre guillemets, même si cette histoire, elle est belle en soi, mais voilà, j'aurais aimé que ce personnage-là ait un petit peu plus de développement en dehors de son archétype de la princesse en danger et de la fille amoureuse, quoi. Bref, j'ai vraiment apprécié quand même les autres directions, concernant les autres personnages, qui approfondissent justement l'attachement déjà qu'il y a Thorgal entre Aricia, les relations qu'il y a entre Björn, donc le frère d'Aricia, qui est donc le futur roi des Vikings, hein, et qui a vraiment une jalousie, une haine féroce et farouche pour Thorgal, et voilà, aussi les intrigues politiques qui sont autour. Bref, c'était vraiment une chouette lecture, et je dois avouer que j'aime beaucoup le trait de Surzenko. Je trouve que je pense que je me demande si c'est pas l'un de mes préférés des spin-offs en général. Et voilà, j'ai hâte de lire le tome 7 et de voir peut-être qu'il y aura un tome 8, je ne sais pas encore. Peut-être que je demanderai ça au créateur de Thorgal qui sera là aux Imaginales. On continue ensuite avec 2 comics que j'ai lus, je vous en parlais juste avant. Je vais commencer par ce tome-ci. Donc c'est le tome 1 de Star Wars, c'est de Jason Aaron et John Cassaday. C'est chez Panini Comics. Et ce tome s'appelle Skywalker passe à l'attaque. Alors ce tome-ci se place exactement à la fin de l'épisode 4, donc A New Hope, un nouvel espoir, et donc s'inscrit vraiment entre la fin du tome 4, la fin du 4e film, et ça, donc entre New Hope et l'Empire contre-attaque. Et on a dans ce tome-là donc les aventures de Skywalker, la princesse Leia et Harrison Ford et Han Solo, qui donc font des petites missions pour embêter l'Empire. Nous avons l'apparition de Boba Fett dans ce tome-là, et donc toujours un peu la bisbille entre la princesse Leia et Han Solo, qui hésite toujours à rester ou pas, etc. Enfin, on retrouve un peu la verve de Han concernant surtout la princesse Leia. Et puis Skywalker qui se demande, enfin qui a toujours ce côté où ce n'est pas un Jedi encore, il vient de perdre Obi-Wan Kenobi, etc. Voilà, donc évidemment la menace de Dark Vador derrière, et puis l'Empire qui vient quand même de perdre ses étoiles noires, je crois. Je confonds toujours l'étoile de la mort et l'étoile noire, c'est mon grand regret, mais mais voilà. Et donc on est vraiment au sein de la saga officielle, quoi. Sinon, concernant le dessin, c'est tout à fait honorable. Là où ça m'a un petit peu ennuyé, c'est que j'ai eu l'impression que le dessinateur vraiment prenait beaucoup de soin à vraiment, en fait, faire ressembler ces personnages aux acteurs, ce qui fait que ça rend un côté un peu stiff, un peu raide au dessin, et voilà, ce genre de dessin, des fois ça m'embête un petit peu, parce que voilà, on a vraiment des planches où on voit carrément les acteurs, quoi, et je trouve que du coup les persos manquent un petit peu de fluidité et de relaxer, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais sinon, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Bon, c'est que le tome 1, j'ai pas le tome 2, et je vous avoue que je ne sais pas combien il y a de tomes de ce spin-off-là, on va dire. Je vais voir si je peux pas lire la suite. Ce qui est cool aussi à la fin, c'est qu'il y a un carnet de dessins où on montre enfin pas forcément les croquis, mais vraiment les planches ancrées, en fait. Même si, voilà, on a aussi un peu le making-of de la couve à partir du croquis jusqu'à l'étape finale. Bon, c'est pas foncièrement important, mais bon, pour moi qui suis dessinatrice, c'est toujours intéressant de voir des dessins pas finis, en fait, de voir un petit peu le process. Bref, voilà, c'était sympa. Maintenant, c'était peut-être pas forcément mon préféré dans les 3 comics de Star Wars que j'ai lus. Je poursuis avec ce tome 6, c'est le tome 2 de Kenan, donc de Greg Weisman et Pepe Larraz, toujours chez Panini Comics. Donc c'est le tome 2 qui concerne Kenan. J'ai le tome 1 ici qui s'appelait le dernier Padawan, donc c'est ça, le dernier Padawan, donc toujours de Greg Weisman et Pepe Larraz. Greg Weisman qui est le créateur de Gargoyles, mais également le premier producteur et premier créateur de Star Wars Rebels, et en fait Kenan est
l'un des personnages principaux de Star Wars Rebels, que je suis en train de regarder d'ailleurs en ce moment dans mon Child Series 2019, donc la saison 3, je suis en plein dedans. Et donc là, on revient vraiment sur la backstory de Kanan, puisque donc il était Padawan à l'époque de l'ordre, je crois que c'est 66, l'ordre 66 qui est envoyé en fait aux Stormtroopers pour dégommer tous les Jedi, et donc il était là et il a vu sa Padawan, mais non, c'est lui le Padawan, enfin sa maîtresse, puisque c'était une Jedi qui le formait, et donc se faire tuer sous ses yeux. Donc cet tome 2, je vous disais, on revient un petit peu sur son enfance, sur ses années d'apprentissage et avant qu'il devienne Padawan, avant que donc sa maîtresse le prenne en main en fait. Et ils ont plein d'aventures avec notamment les Stormtroopers qui à l'époque étaient à leurs ordres, et ce qui est intéressant c'est que au niveau de la narration en fait on a vraiment deux périodes parallèles à l'époque où on a donc à l'époque de Star Wars Rebels, donc avec Hera, Ezra, etc. où Kanan est en fait entre la vie et la mort, et on a des flashbacks comme ça, on revient un petit peu donc à son enfance, etc. Et voilà, on a deux choses parallèles, on n'arrête pas de revenir de l'un à l'autre. Et donc on en apprend un petit peu plus sur Kanan, donc il ne s'appelait pas Kanan à l'époque, et sur la formation des Jedi et tout ça, et évidemment, et comme vous pouvez voir, il rencontre le général Grievous, bref. C'était plutôt sympa, et là justement Pepe Larraz, j'adore son style, j'adore son dessin, et peut-être que c'est le fait que là ce ne sont pas des acteurs à la base, contrairement à l'autre que je vous montrais. À la base, Star Wars Rebels c'était un dessin animé, donc il y a peut-être un petit peu plus de liberté pour un dessinateur, mais j'aime beaucoup son trait, et la colo, etc. C'est vraiment, je pense, un des... Et puis en plus avec l'écriture de Greg Weisman, pour moi c'est toujours un gage de qualité, donc j'ai beaucoup aimé ce diptyque. Je crois qu'il y a que 2 tomes, en tout cas pour celui-ci, il faudra que je vérifie, que je dise pas de bêtises, mais en tout cas les 2 tomes que j'ai lus sont parmi mes préférés. Je termine ensuite avec ce spin-off qui concerne la princesse Leia, donc toujours dans l'univers Star Wars, c'est de Mark Waid et Terry Dodson, toujours chez Panini Comics, et donc là, comme son nom l'indique, on suit notre chère princesse Leia, qui, donc, dans ce comics, vraiment suit l'immédiate cérémonie de la fin de The New Hope. Donc en fait, ce tome-ci et le tome, que je le reprenne, où est-ce que tu es? Enfin, ces tomes-ci sont, ils sont pas en même temps, mais quasi, peut-être que celui-ci arrive juste avant ou juste après, mais voilà, ils sont à peu près au même moment, et là on a la princesse Leia donc qui doit gérer la fin, l'explosion de l'étoile noire, qui doit gérer aussi le fait qu'elle a quand même vu sa planète d'origine exploser sous ses yeux, et elle gère un petit peu ça donc avec, j'ai oublié son nom, la pilote qui va l'accompagner, qui est aussi d'Alderaan, et donc elle va s'associer à une autre Alderandaise, je sais pas comment on dit, enfin une autre fille d'Alderaan, donc c'est une pilote qui s'appelle Evan, donc c'est la blonde qu'on voit là derrière. Et donc toutes les deux vont partir à la recherche des autres survivants d'Alderaan, puisque tous les Alderaandais n'étaient pas forcément sur la planète, et elle va essayer aussi de gérer son deuil en fait, puisqu'elle a quand même vu sa planète et tous ses sujets entre guillemets exploser sous ses yeux. Et elle a du mal en fait à côté, tout le monde l'appelle la princesse de glace, puisqu'elle montre vraiment pas ses émotions, et tout le monde pense qu'en fait elle en a rien à foutre de ce qui s'est passé sur Alderaan. Et elle veut montrer que non, qu'elle peut rester en charge, qu'elle a les épaules pour sauver les Alderaandais qui restent, et puis qu'elle a un cœur aussi, quoi. Donc j'ai plutôt bien aimé donc ce spin-off qui est centré sur la princesse Leia, qui est un petit peu ma princesse Disney préférée, on va dire, puisqu'elle en a dans le pantalon aussi, mais voilà, le dessin aussi était très sympa. Terry Dodson a aussi essayé de ne pas forcément trop copier Carrie Fisher dans ses traits, et ça c'était plutôt appréciable. Donc un nouveau spin-off que j'ai beaucoup aimé, que ce soit au niveau du dessin ou de l'histoire, c'était plutôt cool à lire. Je passe maintenant très rapidement, surtout pour vous présenter ma lecture en cours. Donc je suis repartie dans les romans. C'est un roman comment on peut appeler ça? C'est
pas de la... Ouais, enfin, c'est de l'Uchronie, on va dire, je pense que c'est ça, de l'Uchronie. C'est Rosée de feu de Xavier Mauméjean, vous trouvez ça chez Folio SF. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je lise le livre que j'ai acheté aux Imaginales, si je pouvais vous montrer la liste de tous les livres que j'ai achetés au fur et à mesure de chaque Imaginale et la proportion de ce que j'ai lu dessus, c'est assez ridicule. Donc je me suis dit, voilà, il va peut-être falloir changer les choses, d'autant que Xavier Mauméjean, je vais le voir aux Imaginales parce qu'il est toujours aux Imaginales et que j'ai plein de questions à lui poser. Surtout concernant ce bouquin. Donc Rosée de feu, c'est un livre, comme je vous disais, c'est une uchronie qui se passe en fait pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon, donc on est vraiment en plein dans le Japon de 1900, on va dire entre 38 et 40 quoi. Et donc dans ce livre, nous suivons trois personnages différents. Donc on a Hideo qui est un petit garçon qui vit qui va vivre vraiment à l'intérieur de la guerre en tant que civil. Il y a Tetsuo, son frère aîné, qui lui est parti, qui s'est engagé, enfin qui s'est fait engager plutôt dans la marine. Et nous avons, je crois c'est le colonel ou le général, comment tu t'appelles déjà, Obayashi, voilà, capitaine Obayashi, donc qui est un haut gradé dans la marine japonaise. Et la différence un petit peu, donc qui est par rapport à notre histoire qu'on connaît nous, c'est que les Japonais ont combattu les Américains donc pendant la Seconde Guerre mondiale à dos de dragon, et donc les kamikazes, les histoires des kamikazes qu'on connaît sur Pearl Harbor et donc tout ensuite les guerres et puis les batailles aériennes entre les Américains et les Japonais avant les Coréens, les Chinois et les Japonais en fait se sont faits à dos de dragon. Et donc on suit vraiment, on est vraiment au cœur de la vie japonaise et puis de l'état d'esprit, de la propagande japonaise, etc. On voit comment naît en fait cette idée de kamikaze, de vent divin qui va essayer de pousser les jeunes recrues à donner leur vie pour l'empereur et pour gagner la guerre en fait. Donc voilà, j'en suis pour l'instant à peu près à, je dirais un peu moins de la moitié. Ça se lit plutôt bien, même s'il faut s'accrocher parce que même si je suis une habituée des mangas, c'est quand même un genre vraiment différent. Et là on est dans un roman, on est avec des personnages où on n'a pas forcément par exemple les images pour s'accrocher comme dans un manga, et donc tout ce qui est par exemple les noms des personnages qui se ressemblent en fait beaucoup par rapport aux noms des lieux, des fois c'est un petit peu plus difficile de se repérer de qui et de quoi on parle. Mais ça se lit très bien et j'aime beaucoup comment c'est découpé. Je vous en parlerai je pense la prochaine fois quand je l'aurai terminé. Et la grosse question que je voudrais poser à Xavier Mauméjean, parce que justement c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, je pense que c'est vraiment une remarque personnelle, c'est que tout le roman est écrit au présent. Personnellement, j'ai l'impression qu'on me raconte l'histoire, qu'on me raconte ce qui se passe et du coup qu'il y a un rapport vraiment indirect avec ce qui se passe dedans. Et un peu comme quand vous regardez un documentaire à la télé, en général les documentaires sont au présent parce qu'on vous explique ce qui se passe à l'écran. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai cette impression là en fait avec ce roman là, et j'aimerais bien savoir pourquoi il a fait ce choix, surtout pour une narration comme ça, enfin un roman uchronique quoi. Donc en tout cas ça se lit bien, j'espère pouvoir le terminer, pourquoi pas pour les prochaines les prochaines Trolls et légendes qui arrivent dans 2 semaines. Peut-être que je vous en reparlerai donc pendant le point lecture du mois d'avril. Voilà, c'est ainsi que se termine ce point lecture du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez vu, il était vraiment centré sur tout ce qui est BD et comics, même s'il y a quelques romans qui se glissent à l'intérieur. Mais voilà, ça a été un mois un petit peu plus chaotique pour moi. J'ai eu un peu plus de mal à m'accrocher au roman en ce moment. Je pense que j'espère que c'est que temporaire, parce que j'ai plein d'autres romans à lire, hein. J'aimerais bien que ça revienne. Mais voilà, si vous avez lu ces BD, ces comics, même ces romans, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes séries, d'excellents films, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!